Bonjour et bienvenue dans votre 12-13. À la une, ce jeudi 25 mars, les écoles seront-elles bientôt fermées et les vacances scolaires avancées pour lutter contre la flambée de l'épidémie? Cette piste n'est pas exclue par l'exécutif, notamment pour l'Île-de-France. Pour autant, aucune annonce à ce sujet n'est attendue ce soir. Olivier Véran pourrait par contre fixer le sort de 3 départements en sursis, peut-être bientôt reconfinés, on l'évoquera avec Anne Bourse. En Martinique, alors que la population se prépare au couvre-feu en vigueur dès vendredi, nous vous emmènerons au cœur du service de réanimation du CHU. 80% des lits Covid sont déjà occupés et les malades y sont de plus en plus jeunes. Si vous avez l'habitude de manger des produits bio ou labellisés pour leur qualité, eh bien vous allez découvrir une enquête qui va vous faire froid dans le dos. Les fraudes alimentaires sont partout. Un produit bio sur 12 serait non conforme. On trouve du sable dans les épices et des additifs normalement interdits pour traiter du thon avarié. À la fin de ce journal, on vous propose une histoire émouvante. Des négatifs photos ont été retrouvés en pleine rue à Lyon dans une mystérieuse valise. Ces images nous racontent le siècle dernier et retracent aussi une partie de la vie de son photographe. J'ai conscience d'avoir collecté une valise qui correspond pour nous à un vrai trésor. Et puis un œil sur le temps maintenant, souvent nuageux avec quelques faibles pluies sur le nord du pays. De Rhône-Alpes et jusqu'au pourtour méditerranéen, les conditions sont plus calmes et bien ensoleillées. L'Aube, le Rhône et la Nièvre sont donc suspendus à la conférence de presse du ministre de la Santé. Ce soir, Olivier Véran pourrait annoncer leur reconfinement. Le taux d'incidence dans ces territoires dépasse ou frôle les 400 cas pour 100 000 habitants. À la Charité-sur-Loire, la population, vous allez le voir, ne se fait pas d'illusions et s'organise. Emmanuel Lagarde, Charlotte Gillard et François Bader. À première vue, difficile de croire que dans cette commune de 5000 habitants, tous les indicateurs épidémiques sont passés au rouge. Pourtant, les commerçants s'y préparent déjà. Les restrictions devraient se renforcer. Donc là, nous commençons à travailler et on nous annonce qu'on va certainement fermer. Je suis déçue, s'il faut vraiment, oui, pour ce virus que je comprends, éradiquer, je suis d'accord, mais bon, je pense qu'il faudrait le faire peut-être alors plus nationalement, en fait, vraiment. Dans cette zone très rurale du département, le nombre de cas a doublé en 10 jours. Face aux restrictions à venir, le maire est résigné et surpris. Nous, on a quand même beaucoup d'espace, on n'a pas de densité de population. Depuis avant-hier, le préfet a demandé le port du masque sur toute la commune. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même une difficulté à comprendre pourquoi ça monte aussi vite. D'autant plus que le taux de vaccination de la Nièvre est supérieur de 2 points à la moyenne nationale. Ce centre installé dans la salle des fêtes tourne à plein régime. Les infirmières enchaînent les rendez-vous. Il est combien comme ça par jour? Là, ça sera prévu 54, 50. Voilà, on a augmenté nettement. On y va, madame? Cette sexagénaire considérée à risque avait hâte de recevoir sa première injection. Ça va? Comme on est vraiment limite dans la Nièvre, bon, ça rassure. Ça rassure aussi ce confinement qui est annoncé? Moi, je pense que c'est une très bonne chose, qu'il était temps de le faire et même on est un petit peu en retard sur ça. Le médecin du centre estime qu'il pourrait doubler le nombre d'injections si on lui fournissait les doses. Dans la Nièvre, comme partout ailleurs, seule la vaccination massive pourrait freiner l'épidémie et ainsi mettre fin aux mesures de restriction. Et pour freiner justement l'avancée de l'épidémie, faut-il fermer les écoles, avancer les vacances scolaires? C'est en tout cas ce que propose Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Une piste souvent évoquée et réclamée, mais jamais mise en pratique par le gouvernement. Pourtant, cette fois-ci, l'exécutif y réfléchit. Sophie Guillaumin et Paul Montel. Cette école élémentaire de Grenoble n'accueille plus aucun élève depuis ce matin. Sur 10 enseignants, 8 ont attrapé le Covid, 2 sont cas contact. L'établissement a dû fermer ses portes. En 3 semaines, entre le 5 et le 19 mars, le nombre de structures scolaires ainsi fermées a été multiplié par 6 en France. Le nombre d'élèves positifs au Covid a lui été multiplié par 4. Afin de freiner l'épidémie, faut-il donc renvoyer tous les élèves à la maison? Pourquoi pas pour ce pédiatre, mais uniquement en tout dernier recours. Il faut fermer au minimum les écoles parce qu'on connaît les conséquences délétères des fermetures d'écoles sur la santé physique et morale des enfants depuis le premier confinement. Donc il faut fermer les écoles le moins longtemps possible
c'est une certitude. En attendant, toutes les voix s'accordent pour dire qu'il y a urgence à améliorer les conditions sanitaires dans lesquelles élèves et personnels travaillent au quotidien. Ce qui est surtout important, à mon avis, c'est véritablement de sécuriser le temps scolaire, de favoriser les activités extérieures, de faire très attention à la cantine, qui est probablement l'un des plus grands risques, et de ventiler très correctement toutes les pièces fermées. Dans ce lycée francilien, les enseignants très inquiets ont décidé de faire classe à l'extérieur, une solution difficile à généraliser. Les fédérations de parents d'élèves réclament d'autres mesures. Il n'y a pas assez de robinets pour se laver les mains. Les masques ne sont pas gratuits, donc les parents ne mettent pas forcément les masques qui vont avec, ou alors ils ne sont pas efficaces, car ils ne sont pas des masques chirurgicaux. Et il n'y a pas suffisamment d'enseignants pour remplacer les enseignants absents. Des enseignants qui pourraient être éligibles au vaccin dès la mi-avril. Et en direct du ministère de la Santé, on va retrouver Anne Bourse. Bonjour Anne. Alors on l'a vu, 3 nouveaux départements sont aujourd'hui sur la sellette. La fermeture des écoles revient sur la table. Finalement, on a insisté à un durcissement des mesures que le gouvernement voulait éviter au maximum. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer pas à pas un confinement qui ne dit pas son nom ? Le mot confinement, en tout cas, a été récusé par le chef de l'État lui-même. Mais c'est vrai que par petites touches, il serre un peu plus la vis. C'est le cas avec l'interdiction des rassemblements en extérieur de plus de 6 personnes partout en France qui pourront faire l'objet d'une amende. Pour l'instant, le gouvernement ne veut toujours pas prendre de mesures trop dures. Le gouvernement donne l'impression de trancher quand il n'a plus le choix. Même si tous les seuils d'alerte sont franchis dans certaines régions, l'exécutif maintient donc sa stratégie. En face, de nombreux scientifiques et personnels soignants expliquent qu'il n'y a pas de temps à perdre, que l'heure est grave, qu'il faut des mesures strictes. Mais ce matin, le porte-parole du gouvernement rappelait que l'exécutif était face à des choix terribles entre le coût humain du Covid et le coût humain d'un confinement. Les Français, eux, doutent de plus en plus de la ligne de l'exécutif. Merci beaucoup Anne Bourse. Et on précise que toutes les informations qui seront données pendant la conférence de presse du ministre de la Santé seront à retrouver sur le site et l'application France Info. C'est une des particularités de cette 3e vague. Les malades admis en réanimation sont plus jeunes que les patients des vagues précédentes, une tendance qui s'observe dans l'Hexagone, mais aussi dans les départements d'outre-mer. Illustration au CHU de Martinique, Corinne Jean-Joseph et Eddie Belrose. Sa vie ne tient qu'à un fil. Cette femme a encore de jeunes enfants. Elle n'a que 46 ans, elle ne souffre d'aucune comorbidité, ni diabète, ni hypertension, et pourtant, elle a développé une forme très grave de Covid. Plus on a besoin d'un niveau d'assistance élevé et plus le risque vital est grave. Moi, je ne sais pas prédire l'avenir, mais en effet, le pronostic d'une manière générale de ces patients-là, il est extrêmement sévère. Ce qui frappe lorsque l'on parcourt ce service de réanimation, ce sont les patients de moins de 50 ans. Là aussi, ces infirmières font tout pour sauver cette autre patiente d'une 40aine d'années. Cette 3e vague semble s'attaquer sévèrement aux jeunes. On avait déjà des patients jeunes dans les vagues précédentes, mais probablement en moins grande quantité, moins grande proportion. Et encore une fois, soit le variant anglais y est pour quelque chose, mais on a aussi certains facteurs de risque qu'on retrouve plus chez ces patients-là, notamment l'obésité, qui semble être un facteur vraiment déterminant dans la gravité de la maladie. En une semaine, les chiffres du Covid ont pratiquement doublé. Le nombre d'admissions en réanimation augmente de manière certaine tous les jours. On sait qu'on n'est pas du tout au pic de l'épidémie et qu'on est sur la portion ascendante de la courbe. On n'a aucun moyen de savoir quelle sera la durée et quelle sera l'importance de cette vague. Évidemment, on a toujours la crainte de ne pas être en mesure d'accueillir tous les patients. C'est-à-dire choisir quel patient vous pourrez soigner ? Non, oui, ça c'est le pire scénario pour nous, réanimateurs, de devoir choisir. Ça, c'est notre cauchemar. Depuis le début de l'épidémie en Martinique, 50 personnes sont décédées des suites du Covid, un nombre qui pourrait malheureusement grossir dans les prochaines semaines. En Auvergne-Rhône-Alpes, à présent, ces jours de colère ce jeudi, comme titre le quotidien La Montagne. À Lyon, des agriculteurs sont descendus dans la rue pour dénoncer notamment les dysfonctionnements de la loi Egalim. Elle est censée leur apporter une rémunération plus juste. Leur convergence vers la ville a provoqué de gros embouteillages, particulièrement sur l'A89. Des manifestations qui se sont également tenues du côté de Clermont-Ferrand. Alors pour bien comprendre les difficultés et les revendications de ces agriculteurs, Delphine Cros et Christian Darneville ont rencontré 2 éleveurs du Puy-de-Dôme.
Il vient regrouper ses vaches. Avec 80 charolaises réparties dans plusieurs prés, cet éleveur a des journées bien remplies. Vache. Allez, venez. Un travail quotidien, difficile et en prime mal rémunéré. Il attendait beaucoup de la loi Egalim votée en 2018 pour soutenir les agriculteurs dans leur bras de fer avec la grande distribution. Mais ce rapport de force est toujours d'actualité. Il faut vraiment que l'État agisse. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on voudrait qu'ils arrêtent le double discours, quoi. On ne peut pas nous demander de faire toujours mieux, de produire toujours plus vert et à côté de ne pas nous payer nos produits. On ne peut plus continuer comme ça. Facture à l'appui, voici ses dernières ventes. Il touche à peine 4 € par kilo de viande, soit en moyenne 1 600 € par bête, alors que son coût de production s'élève à 2 000 €. Aujourd'hui, il n'y a personne qui travaille sans faire payer ses coûts de production. Enfin, n'importe quelle industrie, entreprise prend en compte le salaire de ses employés. Nous, on est la seule activité où on ne prend pas en compte le salaire de l'éleveur. Avoir une juste rémunération n'est pas leur seul combat. Les agriculteurs s'opposent aussi à la réforme de la politique agricole commune. Cet éleveur de brebis verrait ses aides à la production baisser, car le calcul se ferait en fonction de la taille de l'exploitation. Ce qui est problématique, c'est que les petites structures vont être impactées car elles ont peu d'hectares. Et les grandes structures seront favorisées et ça va entraîner les grands à devenir toujours plus grands en prenant des hectares qui pourraient servir à des jeunes agriculteurs qui se lancent. Si ce changement est acté, il perdrait chaque année plus de 4 000 € d'aide, l'obligeant à se réorganiser. C'est une perte qui sera soit une perte sèche, donc ça sera directement impacté sur le salaire de moi et de ma femme, ou alors on essaiera de le pallier par plus de production, mais c'est très compliqué parce que ça fait plus de brebis à loger et plus de brebis à nourrir. Les agriculteurs, au final, n'ont qu'une seule requête, pouvoir vivre de leur métier. Et si nous mangions sans le savoir et malgré nos efforts de faux aliments? C'est ce que révèle l'enquête de la directrice de l'ONG Foodwatch France et les exemples sont plus ahurissants les uns que les autres. Cela va des viandes labellisées aux épices et même aux produits bio. Les détails avec Aurélia Chopin et Sylvain Guillaume. Dans les rayons, difficile de les reconnaître au premier coup d'œil. Les faux aliments, ces produits industriels frauduleux, contrefaits, se retrouvent dans nos frigos sans qu'on sache vraiment ce qu'ils contiennent. Je suis pas surpris qu'on trouve des raviolis aux crevettes avec du porc dedans. Je suis pas surpris qu'on trouve dans quelque chose qui doit être, on va dire, végétal, des résidus animaux. Pour le miel, je sais que c'est pas forcément du vrai miel dans les pots de miel qu'on achète au supermarché. Pour faire la part entre le faux et le vrai, un livre qui compile de nombreuses études ayant révélé la présence d'aliments frauduleux dans les rayons. On y apprend qu'il y a parfois du sable dans les épices pour en augmenter le volume. 59% des marques de poivre, par exemple, contiendraient des composants frauduleux. Près de la moitié des miels aussi seraient non conformes à ce que promettent les industriels et un poisson transformé sur 2 présenterait des problèmes d'hygiène, des étiquettes mensongères ou des allergènes non mentionnés. Le thon remporte la palme, parfois avarié et recoloré avec des composés chimiques. Les autorités françaises font le job et gèrent bien les crises alimentaires quand elles surviennent. Malheureusement, elles gèrent a posteriori, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une approche préventive comme le prévoit pourtant la réglementation européenne. Il faut savoir que c'est la responsabilité des États membres de nous protéger, nous, consommateurs, de potentiels risques. Ce marché des aliments frauduleux est très lucratif. Foodwatch lance une pétition pour réclamer une vraie transparence de la part des industriels. Si rien n'indique qu'un produit est contrefait, le discernement du consommateur dans les rayons ne peut pas suffire. C'est un calendrier politique qui a surpris tout le monde, même si l'annonce était un secret de polichinelle. Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France, a déclaré sa candidature pour l'élection présidentielle de 2022. Dans une interview accordée au Point, il y affiche ses ambitions. Les détails avec Julien Nelly. On savait Xavier Bertrand ambitieux, les yeux rivés en coulisses sur 2022. Dans une interview au Point, il le dit désormais très clairement. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Je le fais par devoir, parce que j'estime qu'au moment où nous sommes, le choix, ce sera entre le déclin et le redressement de mon pays. Dans son viseur, offrir une alternative à un nouveau duel Macron-Le Pen à la prochaine présidentielle. Alors le président de la région Hauts-de-France, originaire de Picardie, fait tout pour s'en démarquer. Je n'oublie pas d'où je viens. Agent d'assurance à Flavie-le-Martel, ce n'est pas la même chose que banquier d'affaires à Paris
ou héritière. Mais cette interview s'adresse peut-être surtout à ses concurrents à droite. Certains, comme Valérie Pécresse ou Bruno Retailleau, briguent eux aussi l'Élysée l'an prochain et réclament l'organisation d'une primaire pour se départager. Pour Xavier Bertrand, c'est niette. Je place ma candidature au-dessus des partis. Certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser. Je respecte leur choix, mais je leur dis que de toute façon, je travaillerai avec tous. Xavier Bertrand, ancien ministre de la Santé et du Travail de Nicolas Sarkozy, esquisse aussi dans cette interview les premières lignes de son programme ancré à droite. Majorité pénale à 15 ans, peine de sûreté de 50 ans pour les terroristes, retraite à 64 ans, nouvel acte de décentralisation. Bref, la campagne de Xavier Bertrand est lancée, alors ce matin la majorité réplique. On voit bien que nos oppositions ont les yeux rivés sur les élections. Nous, on a les yeux rivés au gouvernement sur les contaminations. Voilà, c'est ça qui nous obsède. À ce stade, dans les sondages, Xavier Bertrand recueille 15 à 17% d'intention de vote au premier tour, près de 10 points derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Elle a enflammé les réseaux sociaux avec une grève des tâches ménagères. En Grande-Bretagne, une trentenaire mère de famille a arrêté ce travail invisible du jour au lendemain et sans rien dire à ses proches. Et puis, elle a observé le comportement de sa famille, des scènes cocasses qu'elle raconte sur Twitter et peut-être aussi une prise de conscience pour certains. Le récit de Mathieu Boisseau avec Charline Madini. Elle n'en pouvait plus d'accomplir seule toutes les tâches ménagères en plus de son travail. Cette cuisine est très bizarre, très bizarre. Je vais vous montrer pourquoi. Alors cette mère de famille anglaise a fait la grève des corvées, sans prévenir son mari et ses 3 enfants, pour les mettre face à leurs responsabilités. Est-ce que je suis la seule dans cette maison à devoir vider l'évier ? Mais le constat est implacable. Si la maman ne fait pas, personne ne la remplace. Le lave-vaisselle est plein, mais pas mis en marche. Son expérience partagée en vidéo sur les réseaux sociaux a duré 4 jours, au cours desquels le foyer prend des airs de dépotoir. La vaisselle s'entasse, tout comme le linge, et les gels douche, vides. Avec dépit et humour, la mère de famille a aussi filmé la lente prise de conscience de son mari, tentant d'abord d'enlever des céréales collées au fond d'un bol, puis sortant les poubelles, avant de vider le lave-vaisselle, tel un rendez-vous en terre inconnue. Vous entendez ? C'est le bruit de l'aspirateur au rez-de-chaussée. Le feuilleton de la famille Potkin a été vu des dizaines de milliers de fois sur Internet, comme une expérience sociologique. De nombreuses femmes se sont reconnues dans cette situation, et des hommes aussi. J'ai souvent envie de faire la même chose, mais je finis toujours par craquer la première. Je crois que si ma compagne arrêtait de faire le ménage, ce serait terrible. Je laisse trop souvent mes affaires traîner par terre. Mon mari est super, il m'aide beaucoup, donc je n'ai pas à faire grève. Mais cette femme a eu raison. Avec 3 enfants en plus, elle a bien besoin d'une pause. La maison de la famille Potkin est désormais rangée, nettoyée, et plus seulement par la mère. Malgré de nombreux progrès, le partage des tâches domestiques reste inégal, pas seulement au Royaume-Uni. Selon une étude française, les femmes y consacrent 2,5 fois plus de temps que les hommes. Un retour en France, cette fois pour une balade sur les pourtours du bassin d'Honfleur. D'ordinaire bondés de touristes, ils sont aujourd'hui désertés et pour cause. Les traditionnels visiteurs qui viennent d'Île-de-France, des Hauts-de-France ou encore de l'Eure sont actuellement confinés. Stéphane Gérin et Didier Meunier. À Honfleur, il n'y a pas de terrasse, presque plus de bateaux dans le vieux bassin et quasiment aucun touriste dans les rues. La petite commune portuaire n'est que l'ombre d'elle-même. Déjà durement frappée depuis 1 an, elle a subi de plein fouet les récentes annonces du gouvernement. Le week-end dernier, dans cette boutique de souvenirs, le chiffre d'affaires a été divisé par 10. La clientèle principale ici, pour tout ce qui est souvenirs, c'est les étrangers. C'est 70% de ma clientèle. Et vous ne les avez pas vus depuis 1 an ? On ne les a pas vus depuis 1 an, tout à fait. Et on s'est rattrapé un petit peu sur la clientèle francilienne. Et là maintenant, on ne l'a plus. Donc il ne nous reste plus rien. Et oui, car à Honfleur, la clientèle française vient principalement d'Île-de-France, des Hauts-de-France et de Normandie. 3 régions frappées par le reconfinement. Ok, 2 arrivées, 8 chambres libres. Ça s'est drôlement vidé. Dans cet hôtel de luxe, sur les hauteurs de la ville, 70% des réservations ont été annulées pour les prochaines semaines. La situation est donc compliquée et l'avenir
incertain. On a aussi 3 autres sites à faire tourner. Il y a 2 autres établissements dans la collection. On a un restaurant qu'on avait ouvert sur de la vente à emporter. Honfleur est vide en ce moment. C'est peut-être des hôtels qui vont devoir fermer, des points de vente qu'on va devoir fermer, des restrictions d'effectifs. Enfin, oui, les conséquences peuvent être très très lourdes, effectivement. Ces professionnels du tourisme rappellent que Honfleur est dans un département normand qui n'est pas confiné, raison pour laquelle ils espèrent revoir un peu plus de monde lors du week-end de Pâques. Là, on a une tendance où on sent un petit peu une reprise. La météo sera aussi déterminante pour permettre aux gens éventuellement de venir. Mais on sera sur une fréquentation qui sera moindre par rapport à ce qu'on connaît d'habitude sur le week-end de Pâques. Et après Pâques, s'enchaîneront les vacances de printemps qui, elles, seront vraiment décisives. La flamme olympique a commencé son périple, c'était ce matin et ça s'est déroulé sans spectateurs. Elle a été ravivée au sein d'un complexe sportif très symbolique, ancienne base des opérations de secours après la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011. Alors pour le reste de son parcours, la présence des spectateurs masqués est autorisée. La torche olympique arrivera au Stade national de Tokyo pour la cérémonie d'ouverture des JO. Et ça, ce sera le 23 juillet prochain. Du football maintenant, les Bleus qui entamaient hier soir contre l'Ukraine leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Jean-Sébastien Fernandez est avec nous. Bonjour Jean-Sébastien. Alors aujourd'hui, on parle d'un match qui, disons-le, était laborieux. Oui, comme souvent avec les Bleus dans ces matchs de qualification. Alors vous avez raison, les Bleus ont raté vraiment leur entame hier soir. Des Bleus qu'on a trouvés sans énergie, sans trop d'idées non plus sur le terrain. Et donc, eh bien, à l'arrivée, avec ce match nul contre l'Ukraine, ça va les obliger à être, j'ai envie de dire, déjà vigilants dans cette course à la qualification. On va voir ce qui s'est passé donc hier soir. Regardez donc ces Bleus ici. Pourtant, la soirée avait bien commencé avec, vous allez voir, cette frappe enroulée pied gauche ici. Voilà, d'Antoine Griezmann, on joue depuis 19 minutes, un petit bijou qui donne l'avantage aux Bleus. Là, on est dans une période, on va dire, plutôt sereine. En revanche, eh bien, un changement de scénario dans cette deuxième mi-temps. Vous voyez, alors vous n'avez pas bien vu forcément, mais c'est Kimpembe ici qui a dévié le ballon dans les buts de Lloris, qui ne peut absolument rien faire sur cette occasion. Donc à l'arrivée, un triste match nul, j'ai envie de dire un but partout. Et évidemment, ça ne satisfait pas le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps d'ailleurs. Il l'a dit après le match en conférence de presse. On l'écoute. Évidemment, le résultat me satisfait pas, mais amène de la déception. Voilà, c'est le type de match où en première mi-temps on a eu les occasions pour faire un peu plus la différence et se mettre à l'abri. Et puis après sur une demi-occasion, ils trouvent l'égalisation. C'est une équipe qui est venue pour bien défendre. Elle a beaucoup défendu. Bon voilà, un match qui donc n'est pas totalement satisfaisant. Et du coup, les Bleus qui sont dans l'obligation d'aller chercher un résultat, et ce dès dimanche. Oui, parce que ça va enchaîner. Il y a 2 matchs qui les attendent maintenant. Vous l'avez dit, dès dimanche, regardez, ce sera contre le Kazakhstan à 15h. Alors on a envie de dire qu'un résultat serait quasiment obligatoire pour ne pas courir après la tête du groupe au niveau comptable. Mercredi, deuxième rendez-vous, ce sera contre la Bosnie. Alors la bonne nouvelle de la soirée, parce qu'il y en a eu une quand même hier soir, c'est que dans l'autre match de ce groupe, eh bien, la Finlande et la Bosnie ont fait match nul. Ce qui veut dire qu'au niveau comptable, il n'y a pas de dégâts pour l'instant dans cette course à la qualification. Je rappelle que le mondial, ce sera en 2022 et que ce sera au Qatar. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Place maintenant à cette incroyable histoire, celle de négatifs photos retrouvés dans une mystérieuse valise à Lyon et désormais hébergée aux archives départementales de l'Ain. Un trésor inattendu, témoin des événements du siècle dernier, mais aussi de la passion du photographe Victor Barbe. Une belle histoire racontée par Franck Grasso et Morgane Plouchard. Une ancienne valise au contenu surprise. Elle renferme des éléments du passé, des bribes de vie de la première moitié du XXe siècle. C'est aujourd'hui une pièce d'importance aux archives départementales de l'Ain. J'ai conscience d'avoir collecté une valise qui correspond pour nous à un vrai trésor. 600 négatifs, quelques clichés développés, des films trouvés dans cette rue de Lyon. La valise était posée sur un muret, un cadeau tombé du ciel lors d'une promenade. C'est juste qu'une vieille valise dans un endroit un peu moche, ici sous la pluie, ça nous a un peu interloqués. Et quand on a regardé la valise, il y avait vraiment plein de vieilles photos, des photos qui étaient dans des pellicules et des plaques de Brome aussi. La famille à l'origine de la découverte a cherché à recoller les pièces du puzzle en partant d'un nom inscrit sur une pochette, Victor Barbe. C'est ainsi que la valise est arrivée dans l'Ain, où le photographe avait déjà un fonds archivé.
En 1942, il monte un atelier photo, ce qui lui permet de pouvoir avoir des pellicules. Et c'est grâce à ça que l'on a ces témoignages, à la fois pour sa famille, mais également pour tout ce qui se passe autour de lui. Avec son appareil photo ou sa petite caméra, Victor Barbe est devenu le témoin d'une France en guerre. Durant l'occupation allemande, il aura été l'un des rares photographes du pays de Gex, à la frontière suisse. J'ai retrouvé dans la valise le négatif d'un des tirages que l'on avait déjà. Les résistants mettaient des clous sur les routes pour ralentir la progression des Allemands ou pour les embêter. Et donc, parfois, les Allemands obligeaient la population à balayer les routes. Mais tout cela ne nous explique pas comment ce butin historique a pu être abandonné dans un quartier lyonnais. Aucune idée, aucune idée. Je suis en lien avec la famille Barbe pour essayer de trouver une explication réaliste et plausible. La valise est aujourd'hui à l'abri, gardant des souvenirs, tout en gardant son secret. C'est la fin de ce 12-13. Merci à vous de l'avoir suivi tout de suite. Météo à la carte. Ce soir, vous retrouverez Carole Gessler pour le 19-20. Très belle journée et à demain. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.